L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une abonnée qui s'appelle Alizée. Elle travaille dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Et dans son travail, elle travaille plus de nuit. Ce qui fait que tout ça commence un soir pendant qu'elle fait sa ronde. À un moment donné, elle entend des bruits de pas très discrets dans un couloir. Sur le coup, elle pense que c'est un résident qui s'est réveillé et qui a décidé de se balader dans les couloirs. Alizée n'y prête pas plus attention que ça et finit sa soirée de travail. Un autre jour, elle fait de nouveau une ronde et elle peut entendre une porte qui claque. Là, elle reconnaît le bruit de cette porte. Il n'y a qu'une seule porte qui peut faire ça dans tout l'établissement, et bien c'est celle de l'entrée. Sur le coup, Alizée se dit que c'est bizarre, mais elle continue à faire son travail et ne va pas regarder à l'entrée. Au cours de sa ronde, elle se rappelle que les résidents sont enfermés dans leur chambre. Et du coup, elle se dit que c'est vraiment bizarre les bruits qu'elle entend. Plus les jours passent, plus les résidents de l'établissement lui disent qu'ils entendent quelqu'un marcher dans leur chambre. Et pareil, plus les jours passent et plus elle peut entendre cette porte claquer. Le truc, c'est qu'Alizée nous dit que c'est impossible que quelqu'un rentre dans l'établissement à cette heure-ci. Et surtout en deuxième point le plus crucial, eh bien c'est elle qui ferme la porte à double tour. Puis un jour, comme les autres, Alizée commence son travail. Un petit peu plus tard dans la soirée, la collègue d'Alizée doit arriver. Mais à ce moment-là, Alizée est de moins en moins rassurée et elle va fermer la porte de l'entrée et continue sa routine. Un petit moment après, sa collègue est enfin arrivée pour faire la nuit avec elle. Sauf qu'avant de commencer son service, sa collègue va lui dire qu'il y avait une croix posée sur la porte d'entrée. Forcément, en entendant ça, Alizée n'est pas bien du tout et elle a un gros frisson. Elle se dit que c'est sûrement un habitant qui s'amuse à jouer avec eux ou bien c'est son imagination. Sauf que durant cette nuit-là, les lumières à détecteur de mouvement vont s'allumer tout seuls. Bon, vous allez peut-être vous dire que c'est un insecte qui est passé devant ou bien que l'appareil est défectueux. Mais non, pas du tout, le détecteur de mouvement il est pas assez sensible pour voir si c'est un insecte ou quoi. Bref, les jours passent et une soirée, elle va à l'étage pour aller dans une salle qui est toujours fermée à clé. Le truc, c'est qu'au moment d'arriver à l'étage, elle peut voir que la porte est grande ouverte. Alizée nous dit que personne n'a la clé à part elle et ses collègues. Et ce jour-là, eh bien, elle était toute seule à travailler. En ce moment, Alizée nous dit qu'elle vit vraiment l'angoisse. Puisqu'en plus de ça, cette résidence se trouve en plein milieu d'une campagne au milieu des champs. Du coup, elle se demande si c'est pas quelqu'un qui essaye de visiter les lieux ou quoi, ou bien peut-être une entité paranormale. D'ailleurs, ces phénomènes sont toujours d'actualité. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Chloé. On est en fin de semaine et Chloé et son amie se préparent pour sortir dans un club branché. Lorsqu'elles sont prêtes, elles décident de quitter la maison à pied. Bon, elles en ont quand même pour quasiment 1 heure de marche. Les filles ont bien marché et elles sont presque arrivées sur les lieux. Sur le chemin, tout s'est très bien passé. Les deux filles ont rigolé et étaient très joyeuses à l'idée de faire la fête. Sauf que soudainement, un véhicule dans le sens contraire de la circulation s'est approché d'elles lentement. Le véhicule s'est immobilisé juste à côté d'elle. Dans le véhicule se trouvait un homme. Et cet homme a demandé à Chloé où elle pouvait bien aller comme ça. D'ailleurs, à ce moment-là, le gars n'a d'yeux que pour Chloé. Il en a strictement rien à foutre de sa copine. Chloé essaye de lui répondre naturellement pour lui montrer qu'elle n'est pas mal à l'aise. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Elle lui répond alors qu'elles vont dans un club un petit peu plus loin. Le gars lui demande alors s'il peut l'accompagner et Chloé le coupe court dans son élan. Elle lui dit que non, ce sera pas possible. Le gars ne semble pas avoir apprécié cette réponse. Le gars a ouvert la portière, est descendu de son véhicule et l'a attrapé par le bras. À ce moment-là, l'amie de Chloé est partie en courant. Chloé va très vite réaliser que maintenant, elle est toute seule dans cette merde. Ce qui fait qu'elle va essayer de dégager son bras au plus vite. Et heureusement, ça fonctionne, l'homme a lâché sa prise. Chloé va alors se mettre à courir en direction du club. Elle a couru tellement vite qu'elle a rattrapé son amie. Elles vont alors tourner à l'angle du bâtiment et trouver un couple qui est devant le club. D'ailleurs, le couple est en train de se galocher comme jamais. Mais Chloé va les interrompre directement pour leur dire que là-bas, il y a un mec qui a essayé de lui agripper le bras et la faire rentrer dans sa voiture. Le copain de la fille va alors faire quelques mètres et regarder vers la route. Et oui, il peut voir que cet homme est là, planté là. Sauf que ça va pas s'arrêter là. Le copain va se mettre à courir en direction de la route. Il veut littéralement choper le gars qui était dans la voiture. Sauf que ce gars va retourner très vite dans sa voiture et va partir très vite. Chloé nous dit qu'elle se souvient très bien de cette expérience. Même si ça lui est arrivé il y a plusieurs années, eh bien ça la traumatise encore. Vu que forcément, on s'en doute, le gars n'avait sûrement pas des bonnes intentions. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Effectivement, on va pas se mentir, je pense qu'il avait pas de bonnes intentions. Il voulait clairement pas t'emmener au cinéma. Heureusement, t'as réussi à te sortir de cette merde toute seule. Puisqu'effectivement, l'ami, eh bien, elle a pas été ultra utile, on va dire. Maintenant, tu vas bien et c'est le principal.
Allez, on passe au thread suivant. Alors pour les 2 prochains threads, ils m'ont été envoyés par la même personne. Là, on va faire un thread qui est assez court et après un thread qui sera assez long. Allez, c'est parti. J'ai 39 ans et ce que je vais vous raconter m'est arrivé lorsque je devais avoir 6 ou 7 ans. Nous sommes à la fin des années 90 et on commence à entendre parler un peu partout de disparition d'enfants. Dans les cours de récréation, il y a cette légende urbaine qui se répand pour faire peur. Celle de la camionnette blanche qui rôde. Elle prend les enfants seuls et imprudents. Tous les parents répètent de ne pas parler aux inconnus, de ne pas monter dans un véhicule qu'on ne connaît pas, de ne pas se promener seul et de ne surtout pas accepter de bonbons. Ma mère ne déroge pas à la règle et j'ai entendu toute mon enfance les avertissements. Nous sommes dans une petite ville des Hauts-de-France et je vivais dans un coron. C'est une ancienne cité de mineurs typique de la région. Et j'ai l'habitude de jouer à la fois sur le trottoir et dans le caniveau avec mes animaux en plastique. Tout le monde surveille tout le monde. C'est rare qu'il n'y ait personne dans le coron. Il y a souvent un petit papy qui tire une chaise sur le trottoir devant sa maison pour regarder les mômes jouer ou les voitures passer. Pourtant, ce jour-là, je suis seul dans la rue. Ma mère est partie chez ma grand-mère qui vit juste en face de chez nous avec mon petit frère qui n'avait que 2 ans. Mon père, quant à lui, est au travail. Je joue donc avec mes petits animaux quand une voiture s'arrête à ma hauteur. Je ne me souviens pas du tout du modèle, ni de sa taille, juste qu'elle était toute noire. La vitre se baisse et un homme m'annonce qu'une certaine Madame Machinski est à l'hôpital et désire me voir. Je réponds alors que je ne connais pas du tout cette personne et que de toute façon je n'ai pas le droit de parler aux inconnus avant de recommencer à jouer. Mais l'homme insiste. C'est une amie de ta grand-mère. Tu ne la connais pas, mais elle te connaît parce que c'est ta grand-mère qui lui a beaucoup parlé de toi. Il poursuit et il me complimente parce que ma grand-mère a dit à ses amis que j'étais gentil. À ce moment-là, je suis toujours réticente, mais il continue d'insister. Je ne me souviens plus exactement de ses paroles, mais je me souviens qu'il n'évoque que cette Madame Machinski. Et pas du tout les bonbons qu'offrent les inconnus qui enlèvent les petits enfants dans leur camionnette blanche. Du coup, je me lève parce qu'il a peut-être raison. Et puis, Madame Machinski. Ça me paraît vachement familier, surtout que je suis petite fille de famille polonais. Et le nom de mes grands-parents se termine également par une syllabe et ski. Je laisse alors mes jouets au sol et je me revois faire un pas vers la voiture. Je me souviens que l'homme se penche, tend le bras pour poser la main sur la portière et l'ouvrir grand devant moi. Et c'est alors que ma mère me hurle soudain dessus depuis la fenêtre de la maison d'en face, celle de mes grands-parents. « Clémentine, rentre tout de suite à la maison !» Je suis une brave petite fille sage et obéissante. Je réfléchis pas, j'obtempère. Je file en courant parce que j'ai jamais entendu ce ton affolé dans la voix de ma mère et qu'elle ne m'a jamais crié dessus comme ça. On n'a pas été à la police et je ne crois pas que ma mère ait appelé la gendarmerie pour faire un signalement. Je me dis que je suis passé par une belle porte ce jour-là. Qui sait où j'aurais pu finir? Et c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Apparemment, à ce moment-là, dans la région, il y avait pas mal d'enlèvements. Et vu la technique employée par ce gars, eh bien Clémentine aurait pu tomber dans ce panneau. Enfin, elle est même tombée dans ce panneau et à quelques secondes près, peut-être que sa mère n'aurait pas vu ça. Et elle aurait pas pu l'appeler. Et du coup, il aurait pu se passer des choses assez malheureuses. Je m'appelle Clémentine, j'ai 37 ans et je viens partager ce que j'ai vécu et ce que des proches ont vécu. Mes beaux-parents ont vendu il y a quelques mois leur grande maison qu'ils aimaient tant. C'était un immense corps de ferme composé de la maison dans laquelle ils vivaient, d'un hangar et d'une trentaine de box et d'une maison dite de gardien, mais trop vétuste pour être rénovée. Ils y ont vécu une vingtaine d'années avec leurs animaux et leurs chevaux. Il s'y passait des choses bizarres relativement inexplicables. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'aime tout ce qui est paranormal. Enfin, tant que c'est loin de moi. Le sujet m'intéresse depuis longtemps et je n'avais pas réellement vécu de choses appartenant à ce domaine jusqu'à ce que j'aille dans cette maison. Il m'est bien arrivé 2-3 anecdotes, mais j'étais jeune et je ne suis pas sûr de pouvoir croire à 100% ces souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Pour ce qui va suivre, j'en ai encore des images nettes et ils sont donc plutôt fiables. C'était un soir de réveillon de Noël, le premier qu'on passait en famille dans cet endroit. Mon compagnon, Gabriel, avait eu l'occasion d'y dormir quelques mois auparavant mais sans moi. La soirée se déroule, animée et festive comme un réveillon doit l'être. Et puis arrive ce moment où il ne reste plus que Gabriel, mon beau-père et moi. Et voilà que j'entends mon compagnon demander à son père si ça va encore frapper ce soir. Frapper quoi? Frapper qui? Je les regarde tour à tour avant de poser la question fatidique. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quand je suis venu dormir la dernière fois, je me suis réveillé en pleine nuit et il y avait quelque chose qui frappait dans le mur. Des séries de 7 coups. Ça m'a saoulé. J'ai allumé la lumière pour vérifier s'il n'y avait pas une branche d'arbre qui tape les volets. Si c'était pas le radiateur qui claque ou un chat qui s'est faufilé dans la chambre. Mais rien de tout ça. Je me suis recouché.
J'ai éteint et les coups ont repris. J'ai rallumé et ça s'est arrêté. J'éteins et ça a repris. Bref, j'ai réussi à me rendormir mais c'était bien chiant. Autant dire que là, je me sens moyennement détendu. Surtout que j'ai toujours eu l'imagination fertile et qu'elle peut s'emballer de ouf. Je regarde mon beau-père, l'air de lui demander si on se foutrait pas un peu de ma tronche. Mais c'est à son tour d'enchaîner. Je sais pas si ça va frapper, mais il est arrivé plein de trucs à ta mère dans cette maison depuis qu'on est ici. Et là, il va se mettre à déballer son histoire. Ou plutôt plein de petites histoires car il y a une belle brochette. Elles sont toutes variées et vraiment pas faites pour se détendre. Dans un premier temps, j'apprends que lors de la signature du contrat de vente par ma belle-mère avec le notaire, ils avaient entendu du bruit à l'étage. Surpris, le notaire demande s'il y a quelqu'un d'autre. Puisque mon beau-père est routier, il n'était pas là du week-end. Ma belle-mère hausse les épaules en disant « Bah, c'est sûrement Elisabeth ». En entendant ça, le notaire poursuit en disant « Elisabeth ? Comme Elisabeth Durand ? Feu l'ancienne propriétaire ? Bon, cette histoire n'a pas été plus loin mais ça me rassure pas pour autant. Ma belle-mère est très spirituelle et si elle avait pu, elle aurait été une sacrée hippie. Elle est très branchée énergie, nature, zen, yoga, etc. Elle a lâché ce prénom avec détachement et naturel sans vraiment y réfléchir comme si c'était une évidence. Un matin, elle a trouvé sa bouilloire électrique fraîchement allumée et glougloutante. Techniquement, cette dernière a une sécurité et s'éteint dès que l'eau est à ébullition. La mise en route était en toute logique récente et comme elle vit seule, rien ni personne n'aurait pu faire ça. Elle s'est contentée de dire merci à voix haute et de poursuivre sa petite routine. Un autre jour, alors qu'elle était en train de conduire un cheval en pâture, elle a levé les yeux vers la fenêtre de sa chambre et y a aperçu une ombre qui semblait tourner dans sa direction. Elle a par la suite tenté de provoquer une rencontre mais ça n'a jamais abouti. Comment, me demandez-vous ? Vous me croyez si je vous dis qu'elle a récupéré dans une déchetterie un immense miroir au contour ouvragé en ébène avec plein de petites sculptures d'angelots grassouillés et de fleurs? Elle a d'ailleurs surnommé ce miroir « mon miroir à fantôme ». Elle a toujours espéré y croiser le reflet de quelque chose mais elle n'y a jamais rien vu. Quand je lui ai fait la remarque, elle m'a répondu d'un ton philosophe « Bah, Elisabeth nous veut pas de mal. Sinon, elle aurait déjà fait quelque chose. Je pense qu'elle veut juste qu'on prenne soin de sa maison, qu'on la fasse vivre. Donc pourquoi je devrais en avoir peur ? Ouais, dit comme ça paraît logique. Mais bon sang, perso, je pourrais pas. Toute bienveillante, toute discrète cette entité soit. Une veille d'un concours, ils ont entendu marcher dans leur grande chambre. Des pas qui allaient et venaient. Dans un demi-sommeil, ma belle-mère a marmonné qu'ils devaient se lever tôt le matin, qu'ils avaient de la route à faire avec le van, et que c'était un concours important et que ce serait cool qu'Elisabeth arrête de marcher comme ça et respecte un petit peu leur sommeil. Elle va alors rajouter « s'il vous plaît » et « merci ». Juste après avoir dit ça, les bruits de pas se sont directement arrêtés. Vient le moment d'aller enfin se coucher et je suis pas rassuré du tout avec tout ça. On s'installe donc dans la fameuse chambre où a dormi Gabriel il y a quelques mois et je me force à m'endormir. Bien évidemment, je me suis réveillé en pleine nuit. Et bien entendu, j'ai entendu les coups. 7 coups bien distincts venant d'une zone précise de la chambre. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Impossible de bouger. Je suis tétanisé, allongé sur le dos et vachement vulnérable à je ne sais quoi. J'ai les yeux tellement fermés que j'en ai mal aux paupières. Je me dis que j'ai pas envie de les ouvrir pour voir un truc flou qui va me faire flipper. En plus, je suis myope, donc dans le noir, tout est flou et flippant. Je sens que je suis d'énormes gouttes froides. Avec un effort presque surhumain, je parviens à rouler brusquement sur le côté et j'enfouis mon visage dans les cheveux longs de Gabriel qui dort. Je ne le réveille pas, je reste focus sur les coups. Les yeux fermés, à respirer par à coups comme pour pas me faire repérer. J'essaye de trouver des explications rationnelles. Ça peut pas être un arbre qui tape les volets. Y en a pas de l'autre côté de ces derniers. Ce n'est pas le radiateur, ni le bois qui travaille. C'est bien trop régulier, rythmé comme bruit. J'exclus aussi l'animal domestique. J'ai bien vu tous les chats pioncer au rez-de-chaussée. Ça a duré des heures interminables car les coups ont cessé à l'aube. Suite à ça, je suis allé voir d'où le bruit semblait émaner. Il y a la trace d'une porte qui semblait être comblée par du placo. Et derrière ce mur, c'est la chambre de mes beaux-parents. Je m'apprêtais à accuser mon beau-père taquin, imaginant l'expression moqueuse sur son visage pendant qu'il tapait contre le mur dans le noir pour me faire flipper. Mais en frappant moi-même du poing et des phalanges contre le placo, ce n'est absolument pas le rendu des 7 coups que j'ai entendu toute une partie de la nuit. Pourtant, je suis affirmative et sûre de moi. Il venait bien de cette zone. Par la suite, j'ai toujours refusé de dormir dans cette chambre. Et elle est devenue durant un temps celle de la grand-mère de Gabriel qui a habité là un temps. Elle n'a jamais rien entendu. Avant l'arrivée de la grand-mère, un valet d'écurie a eu l'occasion de dormir là en semaine. Il connaissait les trucs bizarres qui se passaient dans la maison et bien évidemment savait pour les coups.
Lui, il s'est enfui en plein milieu de la nuit pour traverser le village et finir sa nuit chez lui. Il s'est réveillé, a eu la sensation d'un souffle sur son visage et a cru voir les murs bouger. Il n'a pas cherché plus loin, il a jeté ses couvertures et oreillers et a mis les bouts. Pendant une année, j'ai habité avec Gabriel chez ses parents. Nous avions la chambre de bonne, à l'opposé de celle où ça frappe et qui disposait d'un accès indépendant vers l'extérieur. Il n'y a jamais rien eu dans cette pièce, si ce n'est parfois le sillage d'un parfum de violette qui venait titiller nos narines, comme si quelqu'un venait de traverser l'étage en répandant cette odeur derrière elle. Au réveillon 2021, on a mangé de nouveau là-bas. Et cette année, pas le choix, on a dû dormir sur place, mais dans la chambre flippante. Le déménagement de mes beaux-parents étant prévu pour une poignée de mois, nos anciens quartiers étaient utilisés pour entreposer les cartons. Avant de m'endormir, Gabriel m'a demandé « Tu crois que ça va taper encore ?» Je lui ai coupé la parole en lui disant de fermer sa bouche d'une façon pas très polie. J'ai enfoui ma tête sous l'oreiller, des boules caisses dans les oreilles et je ne me suis pas réveillé de la nuit. Voilà pour mon histoire, je ne sais toujours pas quoi en penser. Est-ce qu'il y avait un esprit? Est-ce que c'était une présence résiduelle qui a, comme qui dirait, imprégné les murs au point de continuer à exister pendant des années? Est-ce que c'est juste l'imagination qui s'emballe? Je ne sais vraiment pas et je me pose encore des questions. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Kimberly, qu'on appellera de temps en temps Kim. Elle a 17 ans et elle est en dernière année de high school, ce qu'on peut clairement retranscrire chez nous comme le lycée. Elle nous décrit un peu sa vie au début. Et franchement, elle nous dit qu'elle a pas à se plaindre. Elle a un petit frère de 13 ans. Ses parents sont mariés et heureux dans leur mariage et ce depuis maintenant 20 ans. Ils vivent dans une banlieue pavillonnaire typique des États-Unis et pour ce qui est des finances, ils ne sont pas à plaindre. Ils sont dans la classe moyenne supérieure. Cependant, ses parents sont souvent en déplacement. Car ouais, ils ont un travail qui paye vraiment bien mais ils doivent voyager pour le boulot. Après, elle nous dit quand même que le truc c'est que quand ils sont à la maison, ils prennent vraiment soin de leurs enfants. Et franchement, elle se demande si c'est bien des humains car être sur tous les fronts comme ça relève du miracle. La seule petite ombre au tableau, c'est son petit frère qui entre dans la puberté. Il fait donc une sorte de crise de l'adolescence. Rien de foufou non plus, mais les parents n'étant pas très présents, eh bien il traîne un petit peu dehors. Et il fait quelques petites bêtises. Kimberly se fait un petit peu de soucis pour son petit frère et en parle avec son petit ami Peter. Puisque oui, elle est en couple avec lui depuis maintenant une petite année. Peter lui dit alors « Oh tu sais, c'est simple à régler comme problème. Ton petit frère, il veut juste se défouler en fait. Je te propose que tu viennes avec lui demain après-midi pour l'entraînement de foot. Je préfère préciser mais c'est du football américain. Comme ça je pourrais lui montrer 2-3 petits trucs et ton petit frère il pourra se dépenser. » Kim nous dit que dans cette journée, après ça, il s'est rien passé d'exceptionnel. Donc on enchaîne avec le lendemain lors de l'entraînement. Kim et son petit frère sont contents d'assister à ce spectacle. L'entraînement se termine et Peter vient les voir. Malheureusement, il n'est pas si enjoué que d'habitude. L'entraîneur l'a plus qu'engueulé car ses passes n'étaient pas assez bonnes selon lui. Et par ailleurs, il s'est fait plaquer un bon nombre de fois par son meilleur ami Tyler. Kim nous dit qu'en plus de ne pas être comme d'habitude, c'est carrément l'opposé. Il est aigri et ultra sur la réserve. Il leur dit même que pour aujourd'hui c'est mort, ce sera pas possible de s'entraîner avec lui. Kim va alors mettre ça sur le coup du stress pour Peter, car oui c'est sa dernière année de lycée. Il veut intégrer une bonne université et obtenir une bourse sportive puisque oui sa famille ne peut pas lui payer ce genre d'études. Il doit donc donner le meilleur de lui à chaque entraînement et chaque match durant cette année. Kimberly comprend très bien tout ça, mais elle se dit que c'est vraiment pas cool d'avoir fait venir son petit frère et que lui de son côté se barre comme ça sans trop d'explications. Le petit frère de Kim, il a pas du tout sa langue dans sa poche et il se met à insulter Peter qui est déjà à une certaine distance. Kim essaye de calmer son petit frère en lui mettant la main sur la bouche et quelques secondes plus tard, Tyler, le meilleur ami de Peter, vient à leur rencontre. Kim lui explique que Peter devait jouer avec son petit frère pour lui montrer 2-3 petits trucs et qu'il est parti en furie sans rien dire. Tyler sourit un petit peu et il leur dit qu'il a un petit peu de temps devant lui et qu'il va donc jouer au foot avec son petit frère. Kim regarde alors Tyler aller un peu plus loin avec son frère. Pendant qu'il joue, elle en profite pour envoyer des SMS à Peter. Elle aimerait bien savoir ce qu'il a en tête et l'aider si elle le peut. Peter ne répond pas du tout à ses nombreux messages. Les deux garçons ont fini leur petit entraînement et reviennent en direction de Kim. Et la première chose qui va choquer Kim, c'est que son petit frère a le sourire aux lèvres. Il semble vraiment heureux, chose qu'elle n'a pas vue depuis un bon moment. Il lui dit directement que Tyler est vraiment génial et que c'est décidé, il veut lui aussi jouer au football. Tyler va même enchaîner et dire que son petit frère se débrouille très bien et qu'effectivement elle devrait en parler avec ses parents ce soir car il a un bon potentiel. Et surtout c'est maintenant, à cet âge-là, qu'il faut développer ce potentiel si tu veux devenir un jour joueur professionnel.
Kim lui dit alors que ses parents sont en voyage d'affaires et qu'ils reviendront dans 2 jours. Tyler lui dit alors « Oh, ok, pas de souci, tu leur en parles quand ils reviendront ». Toute cette petite discussion se passe quand ils sont en train de marcher vers le parking. Là, le petit frère de Kim lui demande s'ils peuvent prendre le bus pour les ramener vers chez eux. Puisque là, il a vraiment les jambes en compote. Il a pas du tout envie de marcher jusqu'à la maison. Et comme c'est Peter qui initialement devait les raccompagner, bah là ils sont un petit peu dans le caca. En entendant ça, Tyler va gentiment leur proposer de les raccompagner chez eux, car pour rentrer chez lui, il doit passer par la banlieue pavillonnaire, étant donné que lui habite un petit peu plus loin dans une assez grande demeure. Kim nous dit qu'en entendant cette phrase et le geste qu'il a fait un petit peu plus tôt pour son petit frère, eh bah ça change un peu l'image qu'elle avait de lui. Elle pensait que c'était un fils à papa qui prenait les autres de haut car son père est riche, mais au final il se comporte de façon normale. Le trajet se passe plutôt bien et il les dépose sur la place de garage de sa maison. Ils se disent au revoir et la soirée se passe plutôt bien. Kim, étant vraiment contente de son petit frère et surtout ayant la flemme de faire à manger, va décider de commander des pizzas. Un vrai régal pour les papilles, mais quand même avec un petit arrière-goût. Elle a encore l'abandon de Peter en travers de la gorge. Elle essaye encore et encore de lui envoyer des SMS, des appels, mais rien n'y fait. Kimberly va se coucher dégoûtée. Le lendemain matin, Kim se prépare mais quelque chose lui trotte dans la tête. Kim n'a pas le permis, ce qui n'est pas un problème puisque Peter vient la chercher tous les matins et la raccompagne chez elle la plupart du temps en fonction des horaires. Elle se rend donc devant sa maison pour voir si Peter vient la chercher. Les minutes passent et enfin, une voiture se gare devant elle. Mais ce n'est pas la voiture de Peter, c'est la voiture de Tyler. Elle lui demande par la fenêtre s'il a des nouvelles de Peter, mais Tyler lui répond que non. Bien que de son côté, il n'est pas forcément cherché à en avoir. Tyler, voyant Kim attendant sur le bord de la route, il lui propose de l'emmener au lycée. Elle regarde sur sa droite et sur sa gauche. Et Peter, n'étant pas à l'horizon et ne répondant pas à ses messages, décide de monter avec lui. Le trajet se passe super bien jusqu'au lycée. Le truc, c'est que Kim, elle a qu'une idée en tête. Elle se demande si Peter sera là. Elle veut absolument lui parler. Ce n'est pas normal d'être aussi distant de sa copine pour aucune raison. Elle a beau chercher, elle pense pas avoir fait de conneries. Elle a pas embrassé d'autres gars, elle a pas loupé son anniversaire, enfin vous voyez le genre. Mais une fois arrivé au lycée, Peter n'est pas là. Il est absolument nulle part. Bref, Kim commence à faire sa vie et va en cours. Le cours se passe normalement pendant 30 minutes avant qu'il soit perturbé par l'arrivée de Peter dans la classe. Kim, elle est rassurée et elle se dit que au moins Peter il va bien. Il vient directement s'asseoir à côté d'elle et du coup Kim tente de bavarder avec lui. Mais il semble épuisé et vachement distant. Elle ne le reconnaît pas du tout. On dirait pas le même gars. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de son corps. La journée se déroule et arrive l'heure de rentrer à la maison. Grand problème pour Kim, Peter s'est volatilisé. Bon, là Kim elle nous dit elle veut bien être gentille ou quoi, mais il lui parle même pas le Peter. Du coup ça commence à la gaver dans un sens. Elle se dirige alors vers l'arrêt de bus pour pouvoir rentrer chez elle. Elle attend tranquillement et elle peut voir une voiture qui s'arrête devant elle. Kim, à ce moment-là, elle comprend très vite que ça va pas être Peter au volant de la voiture, puisque lui, à ce moment-là, c'est un véritable fantôme. Elle lève la tête et elle peut voir que c'est Tyler qui lui demande encore une fois si elle veut être accompagnée. Kim veut juste rentrer chez elle au plus vite. Alors oui, elle accepte. Le trajet jusqu'à la maison se déroule très bien. Et suite à ça, environ 2 semaines vont se passer plus ou moins de la même façon. Peter est de plus en plus absent et distant avec elle, et Tyler, quant à lui, il est de plus en plus attentionné envers Kim. À ce moment-là, Kimberly est vraiment tiraillée. Elle n'a pas encore rompu avec Peter. Mais que faire alors qu'il refuse totalement son aide? Et de l'autre côté, Tyler est vraiment génial avec elle et son petit frère. Elle décide qu'elle en a marre et qu'elle va pas passer par 4 chemins. Elle va voir Peter et lui dit ses pensées. Elle lui dit « Je te laisse encore 2 semaines pour changer et au moins essayer de t'ouvrir à nouveau. Je peux t'aider, je suis là pour toi. Sinon, bah moi je suis jeune, on va juste rompre. » En attendant, elle traîne encore avec Tyler puisqu'il y a quand même un petit feeling qui se crée entre les deux. 2 jours après cette sorte d'ultimatum, un miracle va arriver. Peter vient de son plein gré voir Kim. Il la prend à part et lui dit qu'il est dans une phase compliquée de sa vie. Qu'il tente de son mieux de gérer la situation, mais c'est très compliqué. Il est vraiment désolé pour tout le mal qu'il a pu lui faire en ne répondant pas et n'étant pas vraiment lui-même. Kim, à ce moment-là, elle nous dit qu'elle est juste trop contente de le voir s'ouvrir un petit peu. Et là, elle l'embrasse comme jamais. Mais ils vont être interrompus par Tyler qui va leur dire « Guys, le cours va pas tarder, ce serait bien qu'on soit pas en retard. » La journée de cours se déroule merveilleusement bien et Peter demande à Kim de venir ce soir pour l'entraînement de foot. Et que si elle veut, elle peut ramener son petit frère pour qu'il puisse enfin honorer sa promesse entre guillemets.
Kim prend son téléphone et prévient son petit frère qu'il pourra venir ce soir pour l'entraînement. Les deux frères et sœurs sont dans les tribunes et l'entraînement paraît vraiment brutal. Alors certes c'est du foot américain, mais là ça ressemble plus à du catch. C'est tellement explosif sur le terrain que plusieurs disputes vont éclater. Et la plus grosse va même mettre un terme au training. Les deux protagonistes ont dû être séparés. Et nos deux protagonistes sont Peter et Tyler. Peter se plaint que Tyler fonce littéralement tête baissée dans tout le monde tel un rhinocéros. Et c'est pas le seul à dire ça. Quasiment tous les coéquipiers de Peter se plaignent de Tyler. Mais bon, selon l'entraîneur, c'est pas grave. C'est juste que Tyler met de l'intensité et tout le monde devrait prendre exemple sur lui. Suite à ça, tous les joueurs vont rentrer dans le vestiaire pour se changer. Peter était d'ailleurs sur le chemin des vestiaires quand le petit frère lui gueule dessus qu'ils devaient s'entraîner ensemble. Peter accourt dans sa direction et s'excuse. Il lui dit qu'effectivement, il a raison, mais que vu les coups qu'il a pris, il a oublié. Tous les deux vont alors partir sur le terrain et jouer ensemble. Pendant ce temps, Tyler vient dans les gradins et s'assoit à côté de Kim. Il lui demande s'il peut la raccompagner avec son petit frère. Elle lui dit alors que non, ça va aller. Normalement, Peter devrait les ramener chez eux. En entendant ça, Tyler va littéralement péter un câble et lui dire « Non mais toi tu te fous clairement de ma gueule, t'as bien profité de moi sale pute. Pendant qu'il était pas là, tu me faisais des avances et là tu retournes vers lui en courant ?» Elle lui dit alors que non, elle lui a jamais fait aucune avance. Certes, il y avait un petit feeling entre eux, mais elle avait jamais rompu avec Peter. Ce qui fait que ça justifie pas du tout un comportement comme ça de sa part. Mais en vrai, à ce moment-là, elle voit bien qu'il en a rien à foutre de ce qu'elle lui dit. Et limite, il lui coupe la parole pour lui dire « On est bien d'accord, t'es sûr de toi, tu pars pas avec moi ?» Ce à quoi Kim répond que non. Elle va rester là à attendre Peter et qu'il va les ramener chez eux. Tyler va alors la laisser là. Il va faire une dizaine de mètres et se retourner. Il va la regarder avec un regard qu'elle qualifiera de psychopathe. Les deux garçons sur le terrain vont finir leur entraînement et Peter va leur dire qu'il doit juste prendre une petite douche en speed. Et que eux, en attendant, peuvent l'attendre dans la voiture. Il jette même sa paire de clés à Kim. Sur le trajet jusqu'à la voiture, le petit frère ne tarit pas d'éloges envers Peter. Comme quoi, il lance trop bien, enfin bref, en gros c'est le meilleur. Ils sont maintenant sur le parking et ne sont plus qu'à 5 mètres de la voiture. Quand le petit frère va dire à Kim qu'il y a un gros problème sur la voiture. De ce qu'il peut voir, les deux pneus arrière sont crevés. En voyant ça, Kim appelle directement Peter. Elle veut lui dire ce qui est en train de se passer avec sa voiture. Malheureusement, il ne répond pas à ses 3 appels. Elle lui envoie alors des SMS pour lui dire. Sauf que ce dernier ne répond pas, il doit sûrement être sous la douche. Kim se dit que cette situation est vraiment bizarre. Et surtout, elle se sent pas du tout en sécurité sur le parking. Elle décide qu'ils seront plus en sécurité auprès de Peter et se rendent en direction des vestiaires. Ils sont bientôt dans le vestiaire qu'ils peuvent entendre des gens crier de façon étouffée. Une fois dedans, Kim peut voir que les affaires de Peter sont encore devant son casier. Les cris semblent venir des douches. Kim va alors demander à son petit frère d'aller chercher de l'aide. Pendant ce temps-là, elle se rapproche et elle peut voir une scène de terreur. Elle peut voir Tyler qui est en train de frapper Peter de toutes ses forces. Peter est par terre, nu et recroquevillé sous la douche, du sang coulant de son visage. Un cri va alors sortir de la bouche de Kim. Un cri qu'elle ne voulait pas pousser, mais la scène est si horrible qu'elle n'a pas pu se contenir. Tyler va se retourner et se rendre compte de sa présence. Il fait 2-3 grands pas et l'attrape directement par le bras. Il va alors lui dire « C'est bien que tu sois là. Regarde avec qui tu veux faire ta vie. Un faible qui ne pourra pas te défendre. Et pauvre en plus de ça. Tu mérites bien mieux et je peux te le donner si tu décides de m'obéir. » Kim va alors mettre une énorme droite à Tyler. Mais malheureusement, ça ne semble pas lui avoir fait de mal. Au contraire, il rigole et il lui dit « Ah, une femme de caractère. C'est bien ça. C'est ce qu'il me faut. » Là, Kim lui dit qu'elle ne veut pas sortir avec un gars comme ça. Et pendant ce temps-là, elle essaye de se débattre comme elle le peut. Elle regarde Peter avec l'espoir qu'il puisse se relever pour lui venir en aide. Mais elle n'y croit guère car il ne bouge pas d'un pouce. Mais heureusement pour elle, un nouvel espoir va faire son apparition. La porte des vestiaires vient de claquer avec fracas. En entendant ce bruit, Tyler va alors la lâcher et essaye de prendre la fuite. Sauf qu'il n'ira pas très loin. Il va tomber nez à nez sur l'entraîneur qui va directement l'immobiliser. Après plusieurs minutes interminables, une autre personne du staff va venir les rejoindre et appeler la police. Puisque pendant ce temps-là, Tyler n'est pas resté là gentiment. Il a tenté de s'enfuir à plusieurs reprises. Heureusement, le coach est encore en condition physique pour le maintenir en place. Suite à l'appel, la personne du staff va reléguer Kim afin d'apporter les premiers secours à Peter qui est vraiment dans un très mauvais état. Une quinzaine de minutes plus tard, la police ainsi que des ambulanciers vont arriver sur place. Et le proviseur du lycée est également avec eux. Peter va être emmené de toute urgence à l'hôpital. Tyler va être quant à lui arrêté et amené au poste de police.
La seconde patrouille de police va raccompagner Kim et son petit frère à leur domicile, même s'ils ont demandé à venir à l'hôpital avec Peter. Les policiers en ont décidé autrement. Bon, vous imaginez bien qu'une fois à la maison, Kim et son petit frère, ils ont juste tracé jusqu'à l'hôpital. Peter est resté dans un coma de stade 2 pendant 5 jours complets. Pendant ce temps, Kim a pleuré toutes les larmes de son corps et elle s'est demandé pourquoi Tyler avait bien pu commettre un acte de cette ampleur. En parlant de Tyler, justement, il n'est pas resté très longtemps en garde à vue, à peine quelques heures. 2 avocats hautement qualifiés sont venus très vite le sortir de là, puisque oui, le père de Tyler est quelqu'un de très important. Un certain nombre de jours est passé et la police va complètement aider Peter à porter plainte contre son agresseur. Il sera bien évidemment aidé et soutenu à 2000% par Kim. Malheureusement, dans un sens, la plainte de Peter n'ira pas très loin, puisqu'un accord à l'amiable sera trouvé. Le père de Tyler va juste proposer des choses qu'il ne pourra pas refuser. Mais avant ça, il faut que je vous dise pourquoi Peter était devenu distant avec Kim. À 17 h le jour avant que Peter ne change totalement de comportement, il a malheureusement appris que sa mère était touchée d'un cancer. Peter vit seul avec sa mère et il ne roule clairement pas sur l'or. Bien évidemment, Peter veut le meilleur pour sa mère et il prend conscience qu'il va sûrement devoir mettre ses projets de devenir joueur professionnel de côté. Il va devoir trouver un travail très vite pour payer les frais des traitements pour sa mère qui sont très élevés aux États-Unis. C'est donc pourquoi Peter a totalement ghosté Kim pendant environ 2 semaines. L'ultimatum qu'elle lui a posé l'a fait relativiser sur les choses de la vie. Et il s'est rendu compte que c'était pas forcément incompatible d'avoir une petite amie. Voilà, revenons maintenant au père de Tyler qui a clairement posé les billets sur la table. Le contrat dit qu'il doit payer tous les frais d'hospitalisation qui incombent de l'attaque de son fils Tyler, ainsi que tous les frais médicaux que sa mère aura besoin afin de traiter son cancer, ainsi qu'une coquette somme qui devrait les mettre à l'abri du besoin pour pas mal de temps. D'ailleurs, le lycée a fait en sorte que le contrat à l'amiable se fasse au plus vite pour ne pas ternir la réputation de l'établissement. Depuis ce jour, Peter n'a malheureusement pas pu s'inscrire dans l'université qu'il voulait. Mais par chance, cette histoire se voulant la plus discrète possible a quand même atteint les oreilles du doyen de l'université où il voulait se rendre. Ce dernier a téléphoné à Peter pour lui dire que s'il se remet en forme et que ses performances sont acceptables, il pourrait intégrer l'établissement. Et ça, je peux vous dire que ça motive de fou Peter. Kim, quant à elle, le soutient à fond. Elle nous dit même qu'elle en fait sûrement trop, mais bon, c'est pas grave. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de fou malade. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Dana et elle a maintenant 24 ans. Mais au moment où cette histoire se passe, elle en a encore 19. Et elle en a réalisé la gravité que récemment. Dana doit aller à un anniversaire de l'une de ses amies d'enfance, Marie, qui a 1 an de plus qu'elle. Pour ses 20 ans, Marie a organisé une grosse soirée et pour cela, elle a réservé une énorme salle des fêtes. Elle est assez perdue en campagne histoire de pas gêner les voisins et surtout pour accueillir un maximum de personnes pour son anniversaire. Dana nous précise que Marie est très extravertie et comme vous l'aurez compris, elle aime faire la fête et a donc beaucoup de groupes d'amis. Dana, quant à elle, est tout le contraire de son amie. Elle est hyper réservée, solitaire et elle préfère toujours les soirées en petit comité avec un groupe d'amis restreint. Mais aujourd'hui, Dana fait une exception. Elle décide quand même d'aller à la fête de son amie d'enfance. Une fois arrivée à la fête, Dana nous dit que tout se passe bien. Elle reste généralement à l'écart, vu qu'elle se sent pas trop à sa place autour des amis de Marie. Elle n'arrive pas du tout à s'intégrer à leur groupe. Et plus la soirée avance, plus ça empire. Puisque oui, les amis de Marie se mettent à bien boire et devenir alcoolisés. Et Dana, de son côté, elle ne boit pas du tout. Ce qui fait qu'entre les deux se creuse un énorme fossé dans la discussion. Dana, elle arrive à un point où elle est tellement mal à l'aise qu'elle fait une mini crise d'angoisse. Et vu qu'elle ne veut pas gâcher l'ambiance, elle décide alors de quitter la salle pour prendre un peu l'air et d'aller pleurer un bon coup dehors. C'est pour vous dire dans l'état où elle est. Elle se dit même qu'elle va finir sa soirée à l'extérieur en attendant que ses parents viennent la rechercher. Puisque malheureusement pour elle, ses parents sont eux aussi en soirée. Et personne de son entourage peut venir la chercher. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté d'elle. À ce moment-là, elle sursaute. Elle s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'assoie à côté d'elle. Mais quand elle remarque qu'elle connaît cette personne, elle est soulagée. Il s'agit d'un cousin éloigné de Marie qui s'appelle Julien. Ce dernier lui dit qu'il l'a vu quitter la salle et qu'il s'inquiétait de ne pas la voir revenir. Pourtant, pendant toute la soirée, elle ne l'a pas vu du tout. De plus, elle connaît le cousin de Marie que très vaguement et surtout de loin. Mais sur le coup, elle est plus touchée que quelqu'un s'inquiète pour elle et commence à le rassurer et lui dit juste « Oh t'inquiète pas, j'avais juste mal à la tête, j'avais juste besoin de prendre l'air ». À ce moment-là, Julien lui propose tout naturellement de lui ramener un verre d'eau. Dana lui dit que non, ça ira, elle a pris son verre qui est encore plein et que donc elle en a pas besoin.
Mais Julien n'en reste pas là. Il lui propose alors d'aller lui chercher un médicament pour son mal de tête, genre un Doliprane ou quoi. Dana se dit que c'est vraiment pas une mauvaise idée vu le mal de crâne qu'elle a. Quelques minutes plus tard, Julien revient et lui tend une petite pilule bleue. Sur le moment, Dana, quand elle voit ça, elle rigole un petit peu et elle est un petit peu gênée. Ça je reconnais, mais ça ressemble pas vraiment à un Doliprane. Suite à quoi, Julien lui dit directement « Non, t'inquiète pas, c'est un médoc que ma mère prend, ça a les mêmes effets, t'inquiète. » En entendant ça, Dana elle est pas vraiment convaincue. Même si Julien est assez calme et souriant d'apparence, il fixe de manière étrange le petit cachet qu'elle tient dans les mains. À ce moment-là, elle ne sait pas quoi faire du tout avec ce cachet. Surtout qu'en plus elle vient juste de sortir d'une crise d'angoisse. Franchement, elle veut pas jouer la relou et l'accuser de lui donner une pilule chelou. Elle se dit que là, sur le coup, le gars il a l'air juste sympa en fait et il veut la réconforter. Alors Dana se dit qu'effectivement, elle va sûrement prendre ce médicament. Mais au même moment, Marie et quelques potes à elle sortent. En les voyant sortir, Dana se dit qu'ils vont faire une petite pause clope. Mais Marie se dirige vers elle et la prend à part. Elle lui demande si tout va bien. Pendant que Dana et Marie sont en train de parler, ils peuvent entendre que la discussion est en train de s'échauffer là-bas. Une discussion qui est entre Julien et quelques potes à Marie. En voyant cette petite discussion qui tourne mal, Dana se met à jeter la pilule par terre. Dana ne comprend pas du tout l'origine de l'altercation, mais son ami décide de l'emmener à l'intérieur dans un coin plus calme le temps que les parents de Dana viennent la chercher. Et la soirée va se terminer comme ça. Mais quelques années plus tard, Dana et Marie vont reparler de cette fameuse soirée. Puis à un moment, Dana va dire à Marie « Mais au fait, j'ai jamais su pourquoi Julien et d'autres potes à toi se sont embrouillés. » En disant ça, Dana elle peut voir que le visage de Marie devient de plus en plus grave à la mention du prénom de son cousin. Et elle lui dit « En fait, il n'était pas censé venir à la soirée. Je ne l'ai pas du tout invité. » Marie lui explique alors qu'elle a reçu un appel des parents de Julien pour lui dire que son cousin était en route pour la fête. Et que c'est pour ça qu'ils étaient sortis avec ses amis pour l'attendre et le dégager à tout prix. Sur le moment, Dana elle est un petit peu étonnée. Elle comprend pas vraiment pourquoi elle veut pas que son cousin vienne à la soirée. Puis en réfléchissant un petit peu, elle se dit que c'est vrai. Elle a pas vu Julien pendant toute la soirée. La seule fois où elle l'a vu, c'est quand il était dehors et qu'il devait juste venir d'arriver. Dana finit par en parler avec Marie et cette fameuse pilule arrive au centre de la conversation. Elle lui dit que Julien lui a donné une pilule bleue et qu'il voulait absolument qu'elle l'avale. Là, Marie l'arrête tout court et lui dit qu'elle a bien fait de ne pas toucher à cette pilule. Et elle lui a appris que l'une des raisons principales pourquoi elle ne voulait pas qu'il vienne à la fête, c'est que c'est quelqu'un qui est shooté avec des gros produits. Et il est déjà venu à plusieurs soirées pour tenter de les ruiner en ramenant des gros bonbons plus. En rentrant chez elle, après cette discussion, Dana a beaucoup réfléchi. Elle se demande ce qui lui serait arrivé. Est-ce qu'il aurait profité d'elle? Ou est-ce qu'effectivement c'était juste un petit bonbon pour l'aider à se calmer? Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors oui, malheureusement, je vais partir du mauvais côté et je pense qu'il voulait abuser d'elle. De toute façon, quoi qu'il arrive, manger des bonbons comme ça, c'est pas très bon. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle vraiment pas de bonbons Haribo. Non mais qu'on soit d'accord. Allez, passons à la seconde histoire. Avant que cette histoire commence, je préfère vous prévenir d'un truc. Dans ce thread d'horreur, on va parler de piou piou piou. Et tu sais, sur YouTube, on n'a pas trop le droit de dire ces mots-là. Alors, je vais essayer de contourner comme ça, ok? Allez, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alice. Son histoire s'est passée en 2011, mais elle s'en souvient comme si c'était hier. À cette époque-là, elle est sur un site de rencontre en ligne car elle se sent un peu seule. Et pourquoi pas trouver un peu de compagnie, ça fait pas de mal. Elle a 31 ans à ce moment-là et elle veut s'amuser. Elle fait alors la rencontre d'un gars sur le site. À ce moment-là, elle sait juste qu'il a 28 ans. Ils ont discuté sur le site pendant environ 6 semaines quand enfin ils ont décidé de s'échanger leur numéro de téléphone. Comme ça ils peuvent continuer à parler même s'ils sont pas devant leur ordinateur respectif. Un mois après s'être envoyé pas mal de SMS et fait plusieurs appels, le gars qu'on va appeler Jasper lui dit qu'il est sorti boire quelques bières dans un bar qui est assez proche de là où habite Alice. Il lui demande si justement ça l'intéresse de sortir le rejoindre. Sauf qu'Alice, elle a passé une très longue journée au boulot et elle veut pas du tout sortir. Et en vrai, elle aime pas boire dans un bar. Elle, généralement, elle boit plus pour les grandes occasions. Mais bon, elle lui dit que c'est pas grave, qu'il peut faire son petit truc au bar et qu'ensuite il pourrait passer chez elle. Puisque oui, c'est quand même mieux de recevoir chez soi pour être plus en sécurité. Sauf que ramener le loup dans la bergerie, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais à ce moment-là, Alice ne pense pas à mal et elle se dit que ça va aller. Elle sait se défendre et surtout, elle aime garder des armes à feu chez elle pour se protéger. Oui, bah c'est une histoire aux États-Unis quoi. Avant de le recevoir, Alice doit passer à la douche. C'était une bonne journée bien chaude. Sortie de la douche, elle se maquille et elle s'habille et elle attend son arrivée. Ensuite, son téléphone a sonné et Jasper lui a dit qu'il était quasiment arrivé devant sa maison.
Sauf que ce jour-là, Alice elle a quand même fait un petit move de génie. Elle a ouvert un logiciel sur son ordinateur et elle a lancé un enregistrement de sa webcam. Elle a éteint son écran et elle est partie ouvrir la porte. Quand il rentre dans la maison, il est à peu près 22 h et les deux se dirigent directement vers la chambre d'Alice car son salon est actuellement en rénovation. Ils se sont assis sur le lit pendant environ 1 heure et ils ont parlé de tout et de rien vraiment car la conversation est hyper fluide avec lui. À un moment, la discussion a été amenée sur le sujet des armes à feu et Alice lui montre justement son petit joujou. Après ça, 15 minutes vont s'écouler et Jasper lui demande un verre d'eau. Elle se rend alors en direction de la cuisine pour lui ramener une bouteille d'eau directement. Et là, au moment où elle rentre dans la chambre, il lui dit qu'il doit partir au plus vite car il a reçu un appel téléphonique. Alice bug 2-3 secondes et elle regarde sur sa table de chevet. Justement, là où elle venait de poser son petit joujou. Et non, il n'est plus là. Au début, elle pense qu'elle s'est trompée et qu'elle l'a sûrement mis autre part. Elle cherche alors un petit peu partout mais sans résultat. Là, elle se dit bah attends, c'est simple, je vais regarder l'enregistrement de ma webcam et au moins je serai fixé. Mais bon, vous avez vite compris, effectivement Jasper a pris le petit joujou et l'a mis dans son sweat à capuche. Quand Alice voit ça, elle est terrorisée. Jasper sait où elle habite et il porte son arme sur lui. Petit détail, c'est que dans la précipitation, il a laissé son téléphone sur le lit. Et justement, il se met à sonner. Alice décide de répondre et là, elle va tomber de haut. C'est une femme au téléphone et elle lui dit qu'elle est la femme de Jasper. Elle a appelé car elle se demandait où pouvait traîner son mari. Alice lui explique alors tout et surtout que Jasper vient de lui voler son joujou et qu'elle a des preuves car elle l'a pris en vidéo. Là, elle veut vraiment appeler la police. Mais au même moment, ça frappe à sa porte. C'est Jasper qui frappe avec l'arme à la main. Il lui hurle qu'il veut récupérer son téléphone. Alice décide de ne surtout pas ouvrir la porte et qu'elle va juste crier par la fenêtre. Ok, enlève le chargeur du pistolet, vide la chambre à air et jette ça dans le buisson juste en face de ma chambre. Pose le joujou par terre. Le gars va hurler que non, il est venu récupérer son téléphone, vite fait bien fait. Alice lui crie qu'elle est au téléphone avec sa femme et qu'elle a une vidéo de lui en train de voler son arme. Pour lui montrer que c'est vrai, elle met le haut-parleur et là, sa femme se met à dire beaucoup d'insultes. Jasper est choqué et court en direction de sa voiture. Il revient devant la porte en disant qu'il a jeté l'arme dans le fossé. Là, Alice va le faire venir devant la fenêtre de sa chambre et lui demande de vider ses poches. Elle lui fait également enlever son sweat et son pantalon. Alice se dit que ok, ça y est, il a pas son arme sur lui. Mais en revanche, elle veut la récupérer. Du coup, elle décide de sortir de sa maison. Et elle monte dans la voiture de Jasper côté conducteur. Une fois dedans, elle lui dit alors « Vas-y, montre-moi où tu as jeté mon joujou ». Jasper se met à hurler en lui disant qu'elle ne sait pas comment c'est dur d'être un criminel et qu'il n'est pas autorisé à posséder un joujou à cause d'une toute petite bêtise selon lui. L'erreur en question est bien une violence domestique qui impliquait un tchouk-tchouk. Jasper lui montre le chemin et lui pointe le fossé du doigt en lui disant que c'est là qu'il a jeté le joujou. Là, Alice, elle se rend compte dans la situation de merde dans laquelle elle se trouve. Elle peut effectivement sortir de la voiture et aller chercher son truc. Sauf qu'elle est à la merci de ce gars. Il mesure 1,95 m et pèse à peu près 100 kg, alors qu'elle fait 1,60 m pour 60 kg. Mais bon, elle se dit quand même qu'il faut qu'elle tente le tout pour le tout. Elle se dit que de toute façon, elle est au téléphone avec sa femme sur son téléphone à lui et que sur son téléphone à elle, elle est en train d'appeler le 911. Mais pendant qu'elle sort de la voiture, elle peut voir qu'il prend directement place sur le siège conducteur. Elle marche à l'arrière de sa voiture pour aller récupérer son joujou et en même temps pour donner sa plaque d'immatriculation à la police. Sauf que Jasper fait une marche arrière rapide et heurte violemment Alice. Après ça, Alice est rentrée chez elle et la police a retrouvé Jasper avec le chargeur sur lui et la douille de la chambre à air. Du coup, Jasper a été mis en prison et elle espère ne jamais le revoir. Et clairement, je pense qu'on peut la comprendre. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a presque 3 ans en octobre 2019. J'avais 20 ans et j'habitais à Londres dans un petit studio dans le centre-ville. Il y avait 8 autres studios dans le bâtiment dans lequel je vivais et je vivais au 4e étage. Et à cet étage justement, il n'y avait que 2 appartements, le mien et celui de ma voisine. Le 5e étage quant à lui ne disposait que d'un seul appartement qui était positionné juste au-dessus du mien. Avant que cette histoire se passe, j'ai vécu dans ce bâtiment 1 an avant d'avoir un voisin au-dessus de moi. Les murs étaient très fins, donc on pouvait tout entendre dans l'immeuble. Les premières semaines, il y avait beaucoup de bruit venant du 5e, sûrement parce que le voisin s'installe, ce qui est totalement normal. Les premiers signes bizarres que j'ai remarqués, c'est quand j'allais dans la salle de bain. Pour contexte, il y a beaucoup de salles de bain sur le palier partagé en Angleterre, donc c'est quelque chose de plutôt normal.
Le soir, quand j'allais prendre ma douche, je fermais toujours ma porte à clé et je descendais les escaliers pour rejoindre la salle de bain. À chaque fois, j'entendais mon voisin du haut ouvrir la porte et descendre au même moment. Je suis quelqu'un de très réservé et je n'aime pas forcément croiser des gens. Du coup, je me dépêchais de vite rentrer dans la salle de bain et fermer la porte à clé. Tous les jours, je l'entendais sortir de son appartement et s'arrêter devant la porte de mon appartement et ensuite devant la porte de la salle de bain. Il attendait pendant quelques minutes et puis remontait dans son logement. Jusqu'à un certain jour où je prenais ma douche et j'ai vu la poignée de porte bouger avec insistance. J'étais paralysé par la peur et je suis resté enfermé dans la salle de bain 1 heure pour être sûr qu'il soit parti. Maintenant, la chose la plus traumatisante de cette histoire se passe un matin vers 9 h. Je me suis levé vers 5 h du matin pour aller aux toilettes et en revenant dans mon appartement, j'ai oublié de fermer la porte à clé, sûrement par mégarde car j'étais toujours endormi. Là où ça devient terrifiant, c'est qu'à 9 h, je me suis fait réveiller en sursaut par la voix d'un ami avec qui j'étais en FaceTime toute la nuit. L'écran de mon ordinateur donnait directement sur ma porte d'entrée et j'étais face à l'écran, dos à la porte, dans mon lit. Mon ami paniqué me dit dans mes écouteurs de ne pas bouger car il y a un homme qui est rentré et qui est resté immobile en train de me regarder. J'étais complètement figé et j'essayais de garder ma respiration aussi naturelle que possible pour qu'il ne remarque pas que j'étais réveillé. Il est resté immobile pendant une longue minute et a vu que j'étais en FaceTime avec quelqu'un et il est parti en courant dans les escaliers. J'étais complètement terrorisé. Je me suis précipité sur la porte et je l'ai fermée à clé. J'ai appelé la propriétaire qui m'a dit que personne ne vivait au 5e depuis que j'étais arrivé il y a 1 an. J'ai appelé la police et rien n'a été découvert, même après avoir donné sa description et la capture d'écran que mon ami a pris. Suite à ça, j'ai déménagé chez un ami et rendu les clés et j'ai négocié mon contrat pour partir au plus vite. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi elle a voulu déménager au plus vite. Déjà, elle pensait qu'effectivement, il y avait un locataire au 5e qui était un petit peu bruyant ou quoi. Le gars, de base, il était déjà hyper relou de sortir de l'appartement pour venir quand elle essayait de prendre une douche, pour au final s'introduire chez elle pendant qu'elle dort. Au final, heureusement qu'elle était en FaceTime avec quelqu'un. Parce que sinon, malheureusement, il aurait peut-être fait des choses pas ouf avec elle. Je vais pas vous faire un dessin, ça c'est clair. Heureusement, ça se passe bien, mais elle a eu chaud. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Margot et elle a actuellement 16 ans. Et quand cette histoire se passe, elle en a encore 14. Et même si ça fait 2 ans que ça s'est passé, eh bien ça la hante encore aujourd'hui. Et je peux vous dire que je comprends pourquoi. Il est environ 18 h et elle est en plein entraînement pour son sport, le badminton. Il y a eu un long match un peu plus tôt dans la journée et ils ont donc repoussé l'entraînement assez tard. Comme d'habitude, Margot s'entraîne pendant 2 heures. Puis après, elle va dans le hall pour attendre son père qui doit venir la chercher. Mais malheureusement, elle reçoit un message de son père qui lui dit qu'il est en train de courir et qu'après il va à une convention. Margot se dit que c'est pas trop grave, qu'elle va retourner à l'intérieur du gymnase et s'entraîner avec ses amis. Le truc, c'est qu'à un moment, les amis de Margot doivent rentrer chez elle. Margot se retrouve alors seule dans le bâtiment. Afin de ne pas être seule, elle décide d'aller vers la concierge. Et en allant la voir, elle repense à son père. Depuis le début de la pandémie, il est devenu un grand germaphobe et va à toutes les conventions. Ce qui fait qu'il va avoir plus d'1 heure de retard pour venir la chercher. Margot arrive vers la réceptionniste et elle lui dit qu'elle va prendre une douche et peut-être le bus pour rentrer chez elle. La réceptionniste lui a donc remis les clés du bâtiment et lui a dit « Une fois que tu auras fini de te doucher, ferme le gymnase, ne t'inquiète pas, pour moi j'ai les doubles ». Puis Margot regarde donc la réceptionniste partir au loin. Ça y est, maintenant elle est seule dans le grand gymnase. Elle a donc décidé de fermer toutes les lumières du hall pour n'attirer personne. Margot part alors en direction des douches. Elle est en plein milieu de sa douche quand d'un coup, elle entend une porte qui s'ouvre et se referme. Au début, Margot pense que la réceptionniste a oublié quelque chose. Elle s'enveloppe alors rapidement avec une serviette et ouvre la porte du vestiaire. Elle jette un coup d'œil à l'extérieur, à droite, à gauche, et là, elle voit un homme d'une 50aine d'années la regarder d'un air effrayant. L'homme se tient au niveau de la réception. Il doit mesurer à peu près 1,70 m et a un gros ventre. Les dents de cet homme sont en très mauvais état, comme s'il n'avait jamais utilisé une brosse à dents. Margot le regarde alors pendant quelques secondes. D'un coup, l'homme se met à courir vers elle. Là, elle referme directement la porte de la salle de bain et la verrouille. Margot se met vraiment à paniquer. La dame de l'accueil lui a dit que personne d'autre ne devait rentrer dans le bâtiment. Quelques secondes après, l'homme a commencé à frapper très fort à la porte sans dire un mot. Elle a immédiatement commencé à pleurer car elle est totalement terrifiée par ce qu'il se passe. Margot a rapidement attrapé son sac et a sorti son téléphone.
et elle a pu voir que son père lui a envoyé un message et qu'il est presque arrivé. Là, elle décide de lui envoyer un rapide message lui disant qu'elle est enfermée dans le vestiaire et qu'un vieil homme frappe à la porte et qu'elle a très peur. Son père lui a rapidement répondu. Il lui a dit qu'il conduisait maintenant aussi vite qu'il le pouvait et qu'elle doit rester loin de la porte et se cacher. Margot a alors regardé dans le vestiaire. Il y a des cabines pour les salles de bain, des lavabos, des miroirs, des douches. Et à droite d'elle se trouve l'entrée des casiers pour garder vos affaires en sécurité. Là, elle se dit que c'est le seul endroit où elle va pouvoir se cacher. Elle entre et elle va vers son casier qui est assez petit mais qui peut contenir une petite personne. Heureusement, à cet âge-là, elle n'est pas très grande. Et elle s'infiltre dans le casier et met également son téléphone sur silencieux. Elle a bien pris le soin de cacher son sac dans un autre casier ouvert et elle s'est ensuite enfermée dans son casier. Margot a entendu d'énormes booms. Un vacarme immense se fait entendre. L'homme a réussi à rentrer dans les vestiaires. Elle entend la porte de la salle de bain s'ouvrir. À ce moment-là, elle met les mains sur sa bouche pour rester silencieuse. Elle entend maintenant que quelqu'un ouvre les rideaux de douche les uns après les autres. Margot a l'impression que cette personne regarde partout. Puis l'homme rentre dans la partie vestiaire là où il y a les casiers. Là, Margot a immédiatement commencé à avoir l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. Margot le sait très bien, l'homme n'est pas là pour l'escorter hors du bâtiment. Car quel homme viendrait défoncer la porte des vestiaires et rentrer dedans alors qu'il y a une fille en serviette? L'homme commence à ouvrir les casiers et Margot prie pour qu'un miracle se passe. Il n'est plus qu'à quelques mètres d'elle et son cœur s'emballe. Elle pleure, elle essaye de retenir ses larmes de couler et elle essaye de ne pas crier. Il se rapproche de plus en plus près. Elle a l'impression que ses jambes vont tomber. Mais là, un peu plus loin, elle entend une voix. C'est la voix de son père qui l'appelle. Au début, elle ne comprend pas que c'est son père. Mais à force, elle entend que c'est sa voix. Elle ouvre le casier et court directement dans les bras de son père qui est à quelques mètres d'elle. Après cette étreinte avec son père, elle regarde un petit peu partout mais il n'y a pas de trace de cet homme. Margot en profite pour directement dire à son père qu'il y a une autre personne dans le bâtiment. Mais son père lui dit directement qu'il a regardé partout et qu'il n'a vu que le concierge qui d'ailleurs lui a ouvert une des portes. Là, Margot lui dit que c'était probablement lui qui lui a ouvert la porte. Le père de Margot a alors directement appelé la police, mais ils n'ont jamais retrouvé cet homme. Après cela, Margot a décidé de changer d'école et de gymnase. Et bah je peux vous dire que heureusement que Margot était vraiment très fine, parce que pour se cacher dans un casier, faut le faire quand même. Alors avant qu'on commence cette histoire, je tiens à vous dire qu'elle est particulière mais vous comprendrez très vite le sens de celle-ci. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Max. Et pour vous la raconter, je vais passer à la première personne. Je tiens vraiment à vous raconter mon histoire car elle me tient vraiment à cœur. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je vais vous expliquer un peu ma routine. Tout d'abord, quand cette histoire se passe, j'ai 6 ans et des poussières et nous sommes en plein été. Donc tous les jours, je me lève dans les environs de 7 heures, à peu près comme mon papa et ma maman. On se lève tous ensemble et généralement, je prends mon petit déj en même temps qu'eux. Mes parents me régalent à chaque fois quand c'est l'heure du repas, c'est tellement bon. Puis après ça, on part se laver. Ensuite, nous allons dehors nous balader. Le truc, c'est que j'aime bien me balader dehors avec ma maman ou mon papa. J'ai l'impression d'être libre et puis je rencontre souvent des amis à moi qui se promènent. Généralement, on joue un peu puis on retourne à la maison. Là, mon papa se rend à son boulot et ma mère est en télétravail, donc elle est généralement avec moi. Des fois, à la maison, je m'ennuie, donc j'essaye de lui demander de l'attention. Moi, surtout, ce que je veux, c'est jouer avec elle. Après ça, généralement, elle décide de jouer avec moi dans le jardin. Vers midi, on mange et vers 14 h, on se fait une petite balade pour digérer. Pas aussi longtemps que le matin, mais bon, ça me va. L'après-midi, je joue un peu, je pense que je fais quelques bêtises. Mais bon, on le dira pas à mes parents, de toute façon, ce sera notre secret. Bref, et puis vers 15 h, 16 h, je décide de faire une petite sieste en attendant mon papa. Arrive l'heure où c'est le retour de mon papa. Et là, je suis trop content. J'adore quand il rentre, car ça veut dire que j'aurai encore plus d'attention. Arrive le soir et nous mangeons. C'est toujours aussi bon, vous savez. Mais quand arrive le moment d'aller se coucher, mon père a l'air d'être en colère et triste. Sur le moment, je comprends pas beaucoup. Donc je décide d'aller l'aider et de lui changer les idées. Là, il se met à pleurer. Il me serre fort dans ses bras. Je comprends toujours pas et j'essaye de faire de mon mieux pour le réconforter. Puis après un moment, il part se coucher. Le lendemain, l'ambiance n'est pas joyeuse à la maison. Il y a quelque chose qui se passe, mais ma maman et mon papa ne me disent rien. Mais je ressens qu'il y a quelque chose qui cloche et ça me peine beaucoup. Bref, nous faisons un peu notre routine, mais toujours avec une ambiance désagréable. Puis arrive le soir, mon papa vient me coucher et il me parle. Il me dit que dans quelques jours, nous partons en vacances. Là, je suis super content. Je ne suis jamais allé en vacances.
Mon papa me souhaite une bonne nuit et s'en va toujours avec cet air triste sur le visage. Là, dans ma tête, je me dis mon Dieu, il faut que je prépare tout dans mon sac. Mes jouets, mes affaires, mes casse-croûtes. Faut aussi que j'en parle à mes copains quand je les rencontrerai. Je suis tout excité. Pour vous dire, j'ai vraiment eu du mal à m'endormir. Le lendemain, je suis super content et de super bonne humeur. J'ai tout un programme à faire. Ma petite routine habituelle et je vais remplir mon petit sac avec mes affaires. Mais le seul truc que je comprends pas, c'est l'attitude de ma maman. Elle est de plus en plus froide avec moi. Et quand mon père vient vers moi, lui est triste. Bref, le jour J arrive. Dans la maison, c'est un peu le bordel et tout le monde s'active. Même moi, j'essaye d'aider. Mais apparemment, j'embête plus qu'autre chose. Donc, je décide d'aller m'asseoir sur le canapé en attendant qu'ils installent tout dans la voiture. Papa et maman mettent vraiment beaucoup de choses dans leur voiture. Puis ils arrivent au moment où ils prennent mon sac et ils me disent que je peux m'installer dans la voiture. Ils m'attachent et nous sommes partis pour les vacances. 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes et nous nous arrêtons sur le bord d'une route un peu abandonnée. Je comprends pas et je me dis ouah, on est déjà arrivé. Puis mon père descend de la voiture. Ma maman, quant à elle, reste dans la voiture. Là, mon père s'avance vers moi et ouvre ma portière. Je descends et mon papa prend mon sac d'affaires mais ne prend pas les siennes. Sur le moment, je me dis que c'est peut-être un peu lourd et que donc il viendra les rechercher un peu plus tard. Mais là, je vois que mon papa fond en larmes. Il commence à me mettre un collier et ma laisse autour du cou, ce qu'il ne fait généralement jamais. Là, il m'accroche à un arbre et met ma gamelle d'eau et mes croquettes à côté de moi, ainsi que mon petit sac où il y a mes jouets, mes affaires, mon manger. Il repart en direction de la voiture et ne se retourne pas. J'essaye de courir pour aller avec lui, mais je suis accroché à l'arbre, je ne peux donc pas courir. Je décide donc d'aboyer. Mon papa s'arrête un instant, mais il ne se retourne pas. Je peux sentir qu'il est triste, mais il décide de continuer de marcher vers la voiture. Là, mon papa s'installe dans la voiture et cette dernière démarre. Bon, je me dis qu'ils m'ont posé là en attendant qu'ils fassent leur truc et ils vont venir me rechercher. J'attends 1 heure, personne. 2 heures, toujours personne. Ça fait maintenant 5 heures et je ne vois toujours pas ma maman ni mon papa. Là, je commence à paniquer un peu. Je n'ai jamais été aussi seul de toute ma vie sur un chemin que je ne connais pas. Puis la nuit commence à tomber. Je me dis qu'au moins j'ai de l'eau et des croquettes, mais j'ai pas trop l'appétit de me nourrir pour le moment. Je veux juste une chose, c'est que mes parents reviennent. Ils me manquent beaucoup. C'est comme si j'avais un gros vide dans mon cœur quand ils ne sont pas là. Puis la première journée est passée. Et je peux vous dire que la nuit n'est pas très agréable attachée ici à côté de la route où il n'y a personne qui vient. Mes parents me manquent, mes amis me manquent, ma petite maison douillette me manque. Mais bon, je me dis que mon papa va sûrement revenir me chercher et qu'il y a dû avoir un problème en cours de route. Les jours passent, 1 jour, 2 jours, 3 jours et toujours personne à l'horizon. Et pendant ces jours-là, j'ai dû boire et manger un petit peu. Mais vous savez, j'ai aussi dû aller aux toilettes et ça sent pas trop la rose à côté de moi. En plus de ça, il fait de plus en plus chaud, je n'ai plus d'eau et plus de croquettes. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à mes parents. J'espère qu'ils sont en bonne santé et qu'ils ne sont pas blessés. 4e jour, là j'en peux plus d'être attaché à ce poteau. Et je décide de manger ma corde, mais elle est assez tenace. Je suis dépité, je n'ai plus d'énergie. Donc je décide de m'allonger là, tranquillement, et d'attendre que mes parents reviennent. Enfin, ils vont revenir, pas vrai? Puis vers 16h30, un petit tracteur arrive. J'aboie pour essayer de lui faire peur ou essayer de lui dire que je suis là. Et là, un vieux monsieur me regarde. Il a l'air choqué. Il s'arrête à quelques mètres de moi. Mais j'aboie toujours. On ne sait jamais s'il est venu piquer mes jouets ou mes croquettes, il va voir de quel bois je me chauffe. Le vieux monsieur essaye de m'amadouer en me disant des mots gentils. Mais avec moi, ça marche qu'à moitié. Donc il décide de reprendre son tracteur et part. J'ai l'impression que quelques heures passent et une voiture s'arrête proche de moi. Là, je vois une femme qui en sort avec le vieux monsieur. Cette femme essaye de me parler et me pose un petit bol de croquettes et de l'eau. Et une fois que j'ai baissé ma garde, elle me met un truc devant la bouche. Je me souviens qu'elle m'a dit « Ne t'inquiète pas mon petit père, nous sommes maintenant ta nouvelle famille. Ces monstres t'ont abandonné dans un coin paumé. Heureusement qu'on t'a retrouvé encore quelques heures ou jours et tu serais peut-être plus avec nous petit bonhomme. » À partir de là, j'ai su que cette femme et cet homme étaient ma nouvelle famille et que eux n'allaient jamais m'abandonner pour des simples vacances. Voilà, ce n'est que mon point de vue de chien qui se finit bien. Mais certains chiens n'ont pas la même chance que moi et finissent généralement morts ou ne retrouvent jamais de foyer. Alors bien entendu, c'est une histoire fictive qui peut retracer ce que certains chiens ou même animaux peuvent ressentir, surtout en ce moment car on est dans la période estivale. Et du coup, j'en profite à ma petite échelle pour essayer de sensibiliser les gens. N'abandonnez pas vos animaux, s'il vous plaît. Alors si vous-même vous n'êtes pas concerné par ça, essayez quand même de propager le message.
Alors qu'on se le dise, les animaux ils sont plus importants sur Terre que nous les humains. Bref, si jamais tu te dis mais putain lui c'est un fou, il aime trop les chiens, bah ça veut dire que t'as clairement pas vu cette vidéo. Je pense qu'avec ça tu comprendras pourquoi j'adore les chiens. Bon, je vais pas vous faire une dissertation du pourquoi du comment faut pas abandonner un animal. Et si jamais de toute façon tu veux en parler, n'hésite pas à le faire en commentaire ou sur Instagram. Allez, on passe au second thread d'horreur avec un format plus habituel, ne t'inquiète pas. Alors pareil pour cette histoire, j'ai envie de vous la faire à la première personne et elle concerne une femme qui est en chair et en os. Bonjour tout le monde, je vais vous raconter l'histoire que mon cousin et moi avons vécue il y a peu de temps. Une petite escapade cousin-cousine, on n'était que nous deux. Alors je vous situe. La semaine dernière avec mon cousin on avait décidé de partir quelques jours à Amsterdam. N'ayant pas trop les moyens par rapport au prix des hôtels, on avait décidé de dormir dans une tente dans un endroit tranquille comme la forêt ou un lac. On ne savait pas encore, on s'est dit qu'on chercherait au moment venu. On partait vers 17 h, il y avait environ 5h30 de route sans pause, ce qui nous faisait arriver vers 23h30. Sur le trajet, mon cousin m'a révélé qu'il n'était jamais allé en Belgique. Coïncidence, on passait par là pour se rendre à notre destination. On s'est donc arrêté plusieurs fois sur la route pour qu'il puisse découvrir nos amis belges. Au final, on est arrivé à Amsterdam vers 1h, 1h30 du matin. On a fait un détour en centre-ville. C'était samedi soir donc tout était ouvert. Il y avait du monde, ça bougeait. Fatigué de la route, j'ai refusé de faire la fête toute la nuit. On a tout de même cherché à la dernière minute, il n'y avait pas des hôtels pas trop chers mais impossible à trouver. Ils étaient chers et complets pour la nuit. Il est à peu près 3 h et on se met donc à chercher un petit endroit sympa où planter notre tente. On finit par trouver un petit bois à l'extérieur de la ville avec un parking pour garer ma voiture. Un peu froussarde, je dis à mon cousin que je préfère dormir dans la voiture et que s'il souhaite dormir dans la tente, il peut, mais je ne l'accompagnerai pas. Il faisait nuit noire et les bruits de la forêt n'étaient vraiment pas rassurants. En bref, on s'installe dans la voiture, on allonge les sièges et on se met en pyjama. Puis, comme tout le monde, on discute un petit peu avant de dormir. C'est alors qu'on entend une voiture arriver. Flippé, je dis à mon cousin « Éteins ton téléphone ». Je veux pas qu'ils nous voient dans la voiture. On peut remarquer qu'ils sont 4 dans la voiture. En riant, on commence à se faire peur en disant « Imagine, ils viennent coller leur visage à la voiture pour voir si elle est vide. » Mais d'un autre côté, on relativise en se disant que comme nous, ils cherchaient juste un endroit pour dormir. Puis on regarde à nouveau la voiture et mon cousin me demande « Tu les as entendus descendre de la voiture ?» Moi, je lui réponds que non. Pourquoi ça? Mon cousin me dit alors « Bah là c'est le noir complet dans la voiture, il n'y a pas une lumière de téléphone ni rien du tout. En à peine 2 secondes c'était devenu totalement noir dans leur voiture. On trouve ça vraiment étrange parce qu'on a détourné le regard 2 secondes de la voiture entre le moment où ils se sont garés et le moment où c'est devenu tout noir. Mais bon, on continue de rigoler en se faisant peur. Là, on se rend compte que je n'avais pas verrouillé la voiture. Je la verrouille et du coup les phares s'allument pendant le temps d'une seconde. On comprend donc que maintenant, les 4 personnes savent qu'on est là. Puis, une dizaine de minutes plus tard, un mec sort de la forêt puis s'installe siège conducteur de leur voiture. On sait donc maintenant bel et bien qu'ils étaient sortis de la voiture. Mais là, il se passe quelque chose d'étrange. Le mec dans la voiture démarre et s'en va. Donc là, on se rend compte qu'il a laissé ses 3 amis dans la forêt à 4 h du matin. Une nouvelle conversation avec mon cousin commence. Mon cousin me dit « Attends, mais s'ils étaient sortis de la voiture et qu'on a détourné le regard que quelques secondes, ça veut dire qu'ils sont sortis immédiatement après s'être garés. Genre pas le temps de prendre quoi que ce soit dans la voiture, pas le temps de s'étirer, ni rien. Ils se sont garés et sont partis immédiatement dans la forêt à 4 h du matin ?» Moi je lui réponds que oui, et que 10 minutes plus tard, il n'y a qu'une seule personne sur 4 qui sort de cette forêt, et qu'il a quitté le parking en laissant les 3 autres dans la forêt à 4 h du matin. Là, en entendant ça, mon cousin me dit qu'on s'en va maintenant. Moi je lui dis quoi? Maintenant? Oui, on part maintenant. Suite à ça, moi je lui dis mais c'est toi qui me disais qu'il y avait rien de grave et que c'était sûrement juste mon imagination. Mon cousin me dit que là c'est trop louche et qu'on doit se casser. Je remonte donc à l'avant de la voiture, je suis pieds nus mais je démarre et je cherche une autre forêt. Sauf que le plan nous ramenait en fait dans la même forêt mais de l'autre côté. C'est là qu'on croise la voiture de tout à l'heure qui sortait de l'arrière de la forêt et qui retournait sur le parking où on était. On fait demi-tour et on retourne dans Amsterdam où on a fini par se garer sur un parking plus éclairé en ville. Après la frayeur qu'on venait d'avoir, on s'est décidé à appeler la police. Évidemment, on ne parle pas néerlandais donc on a essayé d'expliquer en anglais. Mais les policiers à l'autre bout ne parlaient pas très bien anglais. Donc on essaye de lui expliquer qu'on a vu une voiture avec 4 personnes à l'intérieur se garer à 4 h du matin dans une forêt. Et qu'ils sont partis immédiatement en forêt et qu'une dizaine de minutes plus tard, il n'y a que le conducteur qui est ressorti et qui a quitté la forêt en laissant les 3 autres à l'intérieur à 4 h du matin.
Le policier n'a pas vraiment compris ce que je lui ai dit. Et il a cru que les 3 gars de la forêt nous avaient fait du mal. Donc quand je lui ai dit qu'on n'avait rien du tout, il a raccroché. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé dans cette forêt en plein milieu de la nuit, mais en tout cas c'est très bizarre. Alors effectivement c'est très bizarre. Si au moins ils avaient campé ou quoi, ils auraient pris des affaires avec eux. Y a pas eu de coup de feu, mais bon, un silencieux ça va vite. Allez, si jamais t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, fais-toi plaisir. Bon, si jamais t'as envie d'aller voir d'autres threads d'horreur, je t'invite à aller voir cela. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.